Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la docteure en anthropologie spécialiste du frérisme, Florence Bergeau-Blacler. Bonjour Florence Bergeau-Blacler. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Le titre de votre... Le frérisme et ses réseaux, c'était votre précédent livre qui a très bien marché. Le nouveau vient de paraître, Le djihad par le marché, ou comment l'islam radical s'empare du marché halal. C'est chez Odile Jacob. C'est votre second ouvrage sur le sujet du halal. Le premier, c'était en 2010, il y a 15 ans. Peut-être, j'imagine que si vous avez jugé bon de réécrire un ouvrage sur le sujet, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Oui, même c'était un ouvrage de 2017, Oui. avec beaucoup d'articles qui avaient précédé. Dans ce nouveau livre, je m'intéresse en particulier à la composante religieuse. Au départ, quand j'ai commencé à faire quelques enquêtes sur le marché halal, c'était dans les années 90, et les gens me disaient, les musulmans que j'interrogeais me disaient, mais nous avons une sourate qui nous dit que la nourriture des gens du livre est licite. Donc on n'a pas besoin d'avoir des boucheries halal. Donc les gens du livre, ce sont les chrétiens. Voilà, ce sont les chrétiens et les juifs. Et les donc juifs, à partir du on moment peut manger leur viande, il n'y a pas de problème. Exactement. Donc vous aviez une moitié qui disait ça, puis l'autre moitié qui disait oui, mais quand même je préfère qu'elle soit abattue selon le rite, etc., etc. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché mondialisé qui concerne à peu près tous les secteurs de la consommation. Oui. Pas seulement la nourriture, mais aussi les cosmétiques, les médicaments. Il y a aussi des voyages halal. Il y a des voyages halal, il y a de l'eau halal, il y a tout un tas de choses halal pour un marché qui est estimé à 2430 milliards de dollars par an. Donc c'est colossal. Alors, je vais donner 2-3 chiffres parce que votre livre n'est pas un ouvrage d'économie, mais il en parle quand même. Et j'ai dit juste avant la pub que les gens vont pas en revenir quand je vais donner le chiffre du nombre de foyers qui consomment des produits halal en France. C'est 12 millions de foyers. 42% des Français, des foyers français achètent régulièrement des produits halal. Florence Bergeau-Blacler. Je vous avoue que ce taux de pénétration, je ne m'y attendais pas. Alors ça apparaît beaucoup. Alors je ne connais pas exactement ces chiffres. Ce sont des chiffres de l'Institut Nielsen, donc un grand institut qui surveille la consommation. Voilà. Mais ça ne me surprend pas. Après, est-ce que c'est un choix de consommer halal ? C'est pas forcément le cas. Si vous avez dans votre quartier uniquement des boucheries halal, et elles ont malheureusement au cours des décennies remplacé peu à peu les boucheries conventionnelles, eh bien on n'a plus vraiment le choix, et donc Oui. vous déclarez que vous mangez halal. Donc, mais ce que je voulais faire dans ce livre, c'est montrer en fait les logiques d'extension de ce marché, où on voit finalement une société, une industrie se mettre au service du halal, parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir, c'est que le halal n'existait pas avant les années 80, donc c'est une construction relativement récente, d'une rencontre entre des capitalistes néolibéraux et des néo-fondamentalistes islamiques. Avant, ça n'existe pas, tout est halal en pays musulmans. Halal, je rappelle, ça veut dire licite. Ça veut dire simplement licite. Et donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, l'extension du marché, c'est le produit, c'est la fabrication, une fabrication industrielle de tous les produits que j'ai cités et qui sont rendus halal. Et comment ils sont rendus halal ? Grâce à des directives du Codex Alimentarius, donc qui ne sont pas des directives religieuses. Le Codex Alimentarius, c'est ce qu'on appelle le code alimentaire. C'est ce qu'il va donner un certain nombre, c'est ce qui va réglementer en fait les échanges d'aliments. C'est une réglementation internationale. C'est une réglementation internationale de la FAO et de l'OMS. Vous racontez l'histoire politique du halal, parce que vous avez dit que c'est une construction finalement assez récente, à la fin des années 70, début des années 80, comme par hasard, au moment où émerge l'islamisme politique, l'islamisme avec revendication de structurer la société. Et vous dites, ce qui est intéressant, c'est que le halal, il va naître dans des pays où on s'est dit, oula, il faut tenir l'islam loin du terrain politique, offrons-lui le terrain de la consommation. Quelle erreur, mais quelle erreur ça a été finalement. Oui, et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre ces mouvements islamistes qui, dans les sociétés occidentales, ne peuvent pas arriver au pouvoir par le politique et qui vont passer tout simplement par l'économie et la culture, changer peu à peu l'environnement pour le rendre charia compatible. C'était l'idée que je défendais dans mon précédent livre. Et le marché halal est en train, en fait, de transformer nos modes de consommation et ça ne touche pas que les musulmans qui, là, quand je parle des islamistes, je parle de l'offre halal, je ne parle pas de ceux qui mangent, les demandeurs, c'est autre chose. Alors on en parlait justement, hors antenne, on parlait de le fast-food, il y a ce cas récent de l'enseigne Five Guys, qui n'est pas très connu, mais on va dire que c'est un concurrent de Quick, McDonald's par exemple, qui vient de faire le choix de passer entièrement halal, c'est-à-dire que le halal devient l'offre par défaut. Alors sur 7 magasins seulement, dans l'ensemble. Oui, mais enfin, on sent bien. Mais c'est un début, voilà. C'est évidemment avec cette idée qu'il faut proposer le halal par défaut
pour attirer la clientèle musulmane, et le reste, la clientèle non musulmane, finalement, s'y accommodera. Voilà, on se dit que, et c'est ce qui s'est passé avec Quick, finalement, la clientèle s'est habituée, elle a oublié tout simplement que les viandes étaient halal. Pourtant, il y a une différence entre le halal et le non halal. Il y a deux différences importantes, matérielles, c'est la question du bien-être animal. Les animaux en chaîne halal ne sont pas étourdis avant abattage, et puis une question sanitaire, puisque la saignée ne se fait pas exactement de la même manière. Tous les bêtes sont saignées en abattoir, mais pour la saignée halal, on peut déroger à l'obligation de ne pas couper l'œsophage, et ce qui peut entraîner des contaminations à certains degrés, disons. Et beaucoup d'abattoirs en France, pour des raisons économiques, d'économie, ont adopté les techniques d'abattage halal parce que ça coûte moins cher que de passer d'une technique conventionnelle à une technique halal. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on dit depuis des années maintenant, effectivement, qu'on peut manger halal sans le savoir. Il n'y a pas de traçabilité. Et donc ça, c'est une erreur du régulateur. Il faudrait qu'on puisse savoir exactement d'où viennent les viandes que l'on consomme. Vous avez dit, c'est une idée qui est assez peu connue, qu'aujourd'hui le halal va bien au-delà du champ strict de l'alimentation. J'ai découvert qu'il y avait des agences de voyage halal. Est-ce qu'il y a des médias halal en France ? Il y a des médias halal, c'est un secteur qui est... Alors en France, il ne se présente pas comme tel, mais il est évident que quand vous créez une station radio, une station YouTube, ou je ne sais pas, qui s'adresse à des musulmans, c'est pour s'adresser uniquement à eux, et évidemment on ne va pas retrouver des publicités sur l'alcool ou tout ce qui va, disons, venir contredire l'espace normatif du licite. Et c'est ça l'objectif du marché halal, c'est de faire en sorte que les musulmans ne se sentent jamais gênés, jamais confrontés à l'illicite. Pour faire du halal, il faut d'abord avoir dessiné du haram, c'est-à-dire de l'interdit. Ouais. Justement, on a des exemples dans l'actualité. Il y a cette affaire de la présence de jeunes lycéennes arborant le voile à l'Assemblée nationale. On a cette gêne, semble-t-il, de la justice à qualifier de terrorisme djihadiste, ce qui s'est passé à Oléron. Je ne vais pas vous demander votre avis sur l'affaire en tant que telle, mais il y a aussi ce qui s'est passé hier soir à la Philharmonie de Paris, avec un acte antisioniste, mais qui sent quand même très très fort l'islamo-gauchisme. Il y a une gêne aujourd'hui par rapport à l'islam dans la société. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de contamination, finalement, un effet secondaire de cette halalisation d'une partie de la France, Florence Berger-Bacler? Oui, parce que halalisation, ça veut dire tout simplement islamisation, remplacer l'illicite par le licite, c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a une gêne, et ce qui est ennuyeux, c'est que cette gêne, moi je l'ai toujours connue, mais plus il se développe, plus cette islamisation se développe et s'impose, et plus on est gêné. Alors qu'au contraire, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de freins et de sanctions prises. L'exemple du concert est absolument incroyable. Comment se fait-il que des gens puissent rentrer dans une salle de concert avec des fumigènes et qu'on dise, voilà, il n'y a pas de raison, il ne faut pas, on crie sur les réseaux sociaux, il ne faut pas... Enfin, j'écoutais la ministre de la Culture dire ça ne se justifie pas. Bon, maintenant, il faut sévir. Il faut que ces gens soient arrêtés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut aussi des manifestations des Français, qu'ils soient juifs ou non, pour empêcher de telles manifestations qu'on a vues dans les campus notamment. Merci beaucoup Florence Berger-Bacler. Votre dernier ouvrage, donc Le djihad par le marché, comment l'islam radical s'empare du marché halal, c'est chez Odile Jacob. Merci d'être venu nous en parler sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.